Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, on se retrouve avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve toujours dans la peur à 27. Du côté des marchés US, aucun changement non plus, on est toujours dans la zone de peur également à 39. Alors là littéralement, on ne trouve plus le pouls du marché, laissons-les comater un petit peu et les beaux jours vont bien finir par revenir. Une dernière petite chose avant de vous laisser, je tenais à vous remercier énormément, infiniment, mais hier vous m'avez tout déchiré, vous m'avez éclaté les stats. Vraiment je vous remercierai jamais assez pour votre fidélité. Merci, merci, merci. Et on souhaite évidemment la bienvenue à tous les nouveaux zappeurs et zappeuses. Et n'oubliez pas qu'il y a un petit groupe Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre. La seule chose que je vous demande, c'est de la bienveillance et du respect mutuel. Je vous mets le lien en haut de votre écran à droite. Trêve de blablaterie. Installez-vous confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain pour une nouvelle vidéo. C'était Zap Crypto. Puis on va parler de mythomanie. On va parler du vrai Satoshi. On verra. Oh là là, putain. Le vrai Satoshi. Ils disent bien. J'ai envie de savoir maintenant ce qui se passe. Ça, moi aussi, je sais plus c'est qui le vrai Satoshi. C'est qui Satoshi? C'est un japonais? C'est le menu B3? Ça parle de Craig Wright. Ouais, ça parle de Craig Wright, donc c'est quelqu'un qui s'est autoproclamé Satoshi en 2015, je crois. Et c'est assez marrant parce que en lisant la news, je me suis demandé s'il y avait des gens qui pensaient que c'était lui Satoshi, tu vois, qui le croyaient vraiment. Moi, je pense. Tu vois les gens qui regardent BFM TV pour se mettre à jour sur la crypto? Peut-être. Et le mec, il a été faire jusqu'à des faux messages antidatés et tout pour faire croire que c'était lui. Donc. On résume un peu le truc, c'est Craig Wright, donc c'est un gars en 2015, il est sorti nulle part, il a dit bon, Satoshi, c'est moi, je vais vous le prouver. Et quand on lui a demandé des preuves, je sais pas. Et on lui a dit bah elles sont où les clés du coup du Bitcoin? Et il a dit ouais, mais justement vu que c'est anonyme, bah, j'ai piétiné le disque dur où il y avait les clés dedans. Mais du coup, si c'est anonyme, frérot, pourquoi tu dis que c'est toi? Ouais, mais vous comprenez, c'est important pour moi de... Bref, voilà. Et aujourd'hui, il s'est fendu d'un tweet en disant, voilà, j'en ai marre d'essayer de convaincre les gens, adieu. Sauf que tout le monde s'en fout, tu vois. Il a dit, j'ai été en colère trop longtemps dans ma quête d'information. Pas, ça fait des années. Waouh, c'est fini. Ça fait des années que vous essayez, que j'essaie de vous convaincre que c'est moi Satoshi. Aujourd'hui, je gaspillerai plus mon temps à essayer de vous convaincre. C'est peut-être qu'il a tellement raconté de la merde qu'aujourd'hui, c'est le seul truc qu'il peut encore dire pour essayer de se donner de la crédibilité. Ça a l'air d'être le mec qui a pas grand-chose à faire de sa vie, ce mec-là. C'est pour s'inventer une personne. Non, mais il était trop en colère. Il était trop en colère dans sa quête d'approbation et là, il arrête. Quoi. C'est terminé. Il s'en fout maintenant de savoir si tu le crois ou pas. C'est comme le crypto Fear and Greed. On s'en fout de savoir si tu mens ou pas, t'es un menteur. Et passons tout de suite au wallet crypto piraté. On parle ici du wallet BitKeep. BitKeep, c'est un wallet crypto cross-chain qui permet d'utiliser entre plusieurs blockchains différentes. On retrouve ici, voilà, plus de 80 blockchains supportées par le wallet et ils viennent de subir un piratage et des millions de dollars ont été volés. On parle de plus de 8 millions de dollars volés et les utilisateurs, en fait, n'ont a priori rien fait, en fait, pour initier ce piratage. Le problème viendrait d'une mise à jour malveillante du fichier en fait qui contient le logiciel. La version compromise ici, ça serait la version sur Android. On parle pas du navigateur ou de l'aspect iOS. BitKeep a confirmé qu'il y avait quelque chose de malveillant qui a eu lieu sur les fichiers APK. On parle aussi de code malveillant qui a été ajouté par l'attaquant. Donc, soyez vigilants. Honnêtement, si vous utilisez BitKeep, ne prenez pas trop de risques. Là, vu ce qui est en train de se passer, on ne sait pas jusqu'où la compromission a lieu. Je conseille de transférer rapidement les cryptos que vous avez sur BitKeep vers autre chose, créer un wallet en partant de zéro, pas de BitKeep, passer sur MetaMask, c'est quand même le plus fiable, ou d'autres wallets crypto, on va dire assez réputés. Vous créez un nouvel site, vous transférez vos crypto-monnaies et ne prenez pas trop de risques sur BitKeep. J'ai essayé de chercher, je connaissais pas du tout BitKeep, a priori BitGet ils ont investi dessus, en tout cas il y a un partenariat, donc j'en avais pas parlé, mais il semble qu'il soit quand même assez utilisé. Regardez, on a PeckShield qui a fait une analyse de tout ce qui a été volé. On parle 8 millions en tout, plus de 4000 BNB, 5 millions USDT, 196 000 DAI, 1233 ETH, donc vraiment énormément de crypto et ça montre en fait que pour les pirates, il n'y a pas de vacances. En 24-48 heures, le hash rate a perdu presque 40%. C'est pas lié au contexte, lié à des mineurs qui déposent le bilan ou des choses comme ça, c'est tout simplement lié aux tempêtes qui ont lieu actuellement aux États-Unis.
On le sait, de plus en plus, le minage est de plus en plus made in USA. Et donc, ça a un impact direct. Juste ce qui se passe aux États-Unis, les tempêtes, fait que le hash rate a énormément chuté là en 48 heures. Et parce qu'ils ont été forcés de débrancher tout simplement avec les tempêtes qu'on a actuellement aux États-Unis. Donc c'est intéressant. Le hash rate, donc la difficulté de minage vient de chuter énormément là ces derniers jours. C'était sur un retournement, mais là avec ce qui se passe aux États-Unis, ça a mis un gros coup sur le hash rate du Bitcoin. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment le hash rate va se stabiliser à ces niveaux-là. Ce qui se passe aussi, c'est que tout simplement quand on a une énorme chute du hash rate comme ça, bah tout simplement le minage de Bitcoin devient plus rentable. Parce que le minage du Bitcoin, c'est une compétition entre mineurs. Et dès qu'il y a des mineurs qui doivent débrancher beaucoup aux États-Unis, bah c'est favorable pour la compétition pour les autres, tout simplement. Ensuite, alors quelque chose qui date de l'époque de Mt. Gox aussi, si jamais vous avez déjà entendu parler j'ai vu l'interview sur Openly. Je sais pas si tu regardes Openly toi, mais j'ai vu l'interview sur Openly du CEO de... Ah non, pas Quadriga, pardon. C'était Mt. Gox, oui, le CEO de Mt. Gox, j'ai vu. C'était super intéressant, parce que lui, du coup, il était dans ce processus pendant des années de liquidation judiciaire. Et donc, c'était intéressant de voir son point de vue. Bref, pardon. Ouais, tout à fait. Ouais, surtout qu'en plus, si je me souviens, c'est un Français qui avait fait l'exchange en plus au Japon. Oui, un truc comme ça. Oui, c'était un Français, il était sur le truc. Peut-être qu'on devrait le choper sur LBE. Ouais, ça pourrait être drôle, un de ces quatre. C'est intéressant. Vas-y, pardon. Mais du coup, alors... Ouais, non, t'inquiète pas de soucis. Donc, Quadriga CX, en fait, c'est aussi... Alors, c'est un exchange qui avait au Canada et dont un des fondateurs qui avait les clés, je précise bien qui avait les clés qui permettaient d'accéder à l'ensemble des portefeuilles de la société, en fait, est parti un jour en vacances en Inde et a disparu du jour au lendemain. Et du coup, ça fait plusieurs années que les cryptos, en fait, derrière ces wallets, n'ont pas bougé parce que, soi-disant que le fondateur était mort, la petite amie du fondateur à l'époque a précisé que son copain était mort et que c'est pour ça qu'il avait disparu, entre guillemets. Et ben là, en fait, il y a des bitcoins qui viennent de bouger et la transaction a été vue sur la chaîne, et donc ça laisse à penser qu'au final ce fameux comment il s'appelle déjà, je me souviens plus. En gros, que ce fameux CEO de Quadriga CX n'est pas vraiment mort, en fait. Parce que, actuellement, donc, le Quadriga CX s'est fait mettre en liquidation judiciaire au Canada. C'est l'entreprise, un des Big Four en termes d'audit et de comptabilité, qui s'appelle EY, qui s'occupe de la liquidation judiciaire. Et les personnes chez EY ont bien précisé que c'était pas eux et qu'ils n'avaient absolument pas touché au fonds. Et du coup, en fait, ça fait dire que la seule autre personne qui a potentiellement accès à ces fonds, c'est en fait l'ancien CEO qui est soi-disant mort de Quadriga CX. Donc, avoir un petit peu les péripéties. Mais ça, je comprends pas. Alors ça, personnellement, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont... Déjà, de 1, est-ce qu'ils avaient accès à ces BTC? Et de 2, pourquoi ils les ont pas sortis et les ont sécurisés dans une autre wallet pour... Je comprends pas, en fait. C'est débile, non? Oui, ça pose la question, effectivement, de EY. Ouais, je suis d'accord. Ça pose effectivement la question de EY. Est-ce que aussi, ils avaient les clés de ce wallet? Oui, voilà. Parce que après, ça dépend de... Qu'est-ce qu'ils ont pu récupérer comme information aussi? Parce que si ça se trouve, le mec avait l'ensemble des clés dans un coin, et peut-être que certaines, il en avait jamais parlé, et il les avait avec lui. Ouais, bien sûr. Mais ouais, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Faudrait que je lise plus. Exactement. Donc du coup, j'essaierai de voir pour vous faire une update la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent, sur cette affaire, voir si le mec en fait est vraiment pas mort ou pas. Mais si jamais le sujet vous intéresse et que vous avez Netflix, il y a un reportage qui était sorti en fait sur l'affaire Quadriga CX, qui s'appelle Trust No One, et le reportage est vraiment sympa. Ça vous explique vraiment tout ce qui s'est passé, pourquoi comment le mec a disparu, et ainsi de suite. Donc je vous invite à le regarder, et c'est franchement un bon reportage. J'avais failli me faire scammer parce que en fait je suis pas allé jusqu'au bout, et c'était un gars, il faisait des faux journaux de trading. Le gars sur Twitter, il postait son journal de trading, mais c'était un tableau Excel. Donc c'est pas comme là la vidéo d'avant où j'avais mis mes API, où là tu peux pas trop tricher les API, c'est compliqué. Surtout si tu es en train de partager ton écran, tu vois que le site il charge, etc. C'est compliqué. Là le mec il mettait juste un screenshot d'un vieux document Excel où il mettait vraiment, je sais pas, il y avait 50 trades, et sur 50 trades, le mec il en avait 47 de bons. T'avais que 3
3 losses, 3 pertes sur 50. C'était des statistiques comme ça. Et le mec, il mettait ça, et après, il mettait son lien de groupe privé, et après, t'allais dans son groupe privé, il donnait des calls comme ça, et en fait, le mec, c'était un arnaqueur de ouf. Ah oui, et ce gars-là, ah oui, c'est ça, maintenant je me souviens. Et ce gars-là, il mettait des screenshots de PNL, de profit, de trade, où il tradait avec des centaines de milliers de dollars. Genre, il mettait que il était en trade, et là, il était à plus 57 000 € sur un trade, qui était en cours, sur l'Ethereum, etc. Et donc, en fait, tu vois ça, tu dis, attends, c'est un trader pro, il est trop fort, il est trop chaud, et il donnait gratuitement sur son Discord des signaux comme ça. Et moi, j'avais joint, et je suivais ses calls et tout. Et après, j'ai vu que c'est un autre trader qui s'appelle Loma, un trader très connu aussi, qui a balancé que ce gars-là, c'était un fake, je sais pas quoi. Et après, c'est vrai que quand j'ai vu que je suivais ses calls, et comme par hasard, à chaque fois, ça foirait, je dis, attends, ce qu'il met sur Twitter, c'est 90-95% de réussite, et quand moi, j'ai suivi, on passe même pas à 50% de réussite, et encore. C'est-à-dire que t'as 50% de win ou de loss, mais en fait, dans les 50% de win, c'est que t'as quelques wins et des break-even en léger positif. Donc en fait, c'est pas vraiment équilibré. C'est-à-dire que t'as, c'est pas 5 wins, 5 loss, mais en fait, dans les 5 wins, t'en as juste 3 qui vont faire le TP total et 2 où t'as à peine closé au break-even. Donc en fait, t'es largement perdant dans le truc. Même en respectant un risque ratio management clean, même comme ça, en fait, tu perds. Et Tron DAO rejoint l'entreprise Ethereum Alliance. Et ben voilà une bonne nouvelle, mes amis. Tron, tout le monde connaît. Eh bien, voilà. Genève, Suisse. Un DAO régi par la communauté dédié à l'accélération de la décentralisation d'Internet via la technologie blockchain et les dApps a annoncé aujourd'hui qu'il avait rejoint l'entreprise d'Ethereum Alliance EEA. En tant que membre de EEA, Tron DAO collaborera avec l'EEA et ses membres, les principaux adopteurs commerciaux, innovateurs et leaders au sein de l'écosystème Ethereum, pour accélérer le rythme des avancées et de l'adoption d'Ethereum. Bon, voilà, allez, une bonne nouvelle pour sûrement Ethereum, une bonne nouvelle pour Tron, une bonne nouvelle pour tout le monde, et pour nous aussi, ça nous fait plaisir de voir que le système avance. Le géant du paiement Visa a annoncé sa collaboration avec les équipes derrière la blockchain Ethereum pour pouvoir développer un système d'automatisation de paiement et de transfert d'argent pour les portefeuilles auto-hébergés. Pour comprendre cette notion, je rappelle qu'un portefeuille est dit auto-hébergé lorsqu'il n'y a pas de tiers de confiance qui gère vos clés privées. C'est notamment le cas pour les portefeuilles numériques de type MetaMask ou encore les portefeuilles physiques comme Ledger. Pour revenir à notre actualité, imaginons que vous souhaitiez payer votre loyer à votre propriétaire tous les premiers du mois en Ether. Eh bien, à l'heure actuelle, si vous disposez d'un portefeuille MetaMask ou d'un portefeuille Ledger, il est littéralement impossible de le faire puisque ce sont des portefeuilles auto-hébergés et que par définition, il faut que le propriétaire de ce portefeuille, à savoir vous, validiez l'opération pour qu'elle soit opérée. Autrement dit, on perd l'idée de l'automatisation de ce paiement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la fondation Ethereum avait mis en suspens le développement de ce portefeuille puisqu'il y avait des discords entre les développeurs. Toujours est-il que Visa a donc récupéré ses travaux et relance le développement de ce portefeuille qui sera basé sur Starknet, qui est une solution de seconde couche de la blockchain Ethereum développée elle-même par la société Starkware. On continue avec Goku. Les responsables russes ont annoncé que le pays légaliserait l'utilisation de la crypto-monnaie pour le commerce international en janvier 2023 dans le but de contourner les sanctions occidentales. Justement, on parlait de la Russie juste avant dans le thread. On avait mis top 4, je crois, top 3, un truc de style, au niveau des pays les moins intéressants par la crypto. Et là, ce qui est intéressant avec la guerre qu'on a entre l'Ukraine et la Russie, vu qu'ils ont des sanctions, la Russie, et ils ont forcément des problèmes avec les monnaies fiduciaires comme le rouble, l'euro, le dollar, etc. Et ben, ils se penchent avec l'utilisation des cryptos, ils se penchent sur le côté des cryptos. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est exactement l'utilité plus ou moins que veut donner crypto, d'avoir une monnaie alternative aux autres monnaies quand il y a plein de problèmes et que tout va mal, quoi. Voilà, le côté décentralisé et le côté un peu en dehors. J'aime pas dire en dehors du système parce qu'on y va de plus en plus dessus, plus en plus dedans avec la régulation, mais c'est vrai que chez les cryptos et surtout chez Bitcoin, il y a quand même un sentiment d'être en dehors du système quand on repense plus ou moins à la création de Bitcoin. Et en manière générale, j'ai envie de dire des cryptos. Et en dessous, ce qui est intéressant, c'est qu'il me dit que la Banque de Russie, qui avait précédemment appelé un bannissement complet du Bitcoin et les autres cryptos, et c'est vrai qu'il change pas mal la Russie. À un moment, ils disaient ouais, c'est très intéressant les cryptos, on va peut-être les légaliser, etc. Et puis après, ils ont dit on veut les bannir complètement au niveau de Bitcoin et les cryptos. Et finalement, ça se retourne un peu. Et là, ils commencent à autoriser le Bitcoin comme moyen de paiement pour les paiements internationaux parce que ça les arrange. Et ça bouge pas mal. Et je pense que ça va encore bouger du côté de la Russie pour les prochaines années. Voici la jamais contente. L'artiste belge qui pilote ce drôle d'engin, Camille Genazzi, est le premier homme à avoir dépassé les 100 km/h au volant d'un véhicule électrique.
Nous sommes en 1899 et le moteur électrique, silencieux et propre, fait déjà concurrence au moteur thermique dans les grands centres urbains. À peine 10 ans plus tard, il a quasiment disparu de la circulation. C'est le pétrole qui a été choisi, avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui sur la santé de notre environnement. « 120 ans plus tard, à quelques poils près, voici une Tesla Model 3, 100% électrique, aussi confortable, silencieuse et propre que ne l'était son ancêtre, et même bien plus. C'est aussi la voiture électrique la plus vendue au monde en 2021 et la 9e meilleure vente, toute motorisation confondue. À l'heure de l'urgence climatique, cette fois, c'est l'électrique qui a été choisi. Aujourd'hui, c'est un marché en forte croissance, malgré les pénuries et les délais à rallonge, puisqu'il progresse de 80% dans le monde au premier semestre de 2022. Et dans ce domaine, rarement un constructeur automobile n'aura été aussi populaire que Tesla, le leader incontesté, le pionnier de la e-car, l'exemple parfait du rêve capitaliste d'un projet fou, parti de rien et propulsé jusqu'au sommet en un temps record et qui a révolutionné le véhicule électrique. Mais Tesla est aussi un cas particulier, une sorte d'ovni dans le tissu des grandes entreprises mondiales. Ses performances boursières en lien direct avec les communications d'Elon Musk, son excentrique PDG, surprennent déjà régulièrement les investisseurs et depuis l'année dernière, ce sont ses performances commerciales et financières, exceptionnelles dans le monde de l'automobile et dans l'industrie en général, qui attirent tous les regards. Tesla, ce n'est pas que le succès effronté des voitures électriques, les fameuses autotamponneuses dont se moquaient encore hier les amateurs de grosses cylindrées fumantes. Ce n'est pas non plus seulement des idées délirantes qui finissent par aboutir à des voitures autonomes pilotées par intelligence artificielle ou à des véhicules amphibies innovants. Et ça se résume encore moins à Elon Musk, l'homme capable de faire s'effondrer une crypto-monnaie dès qu'il se mouche. C'est tout ça en même temps, plus le reste. Et dans cette vidéo, je vais aussi vous parler du reste, de sa stratégie diablement efficace, de sa place sur le marché de la voiture électrique, de son avenir qui lui est intimement lié, et pas seulement. Le dollar américain, que vous avez ici représenté sous la forme de l'indice devise dollar US, le grand DXY, bon voilà, ça fait un trimestre il recule. Le scénario du pire, ce serait de venir rebondir sur cette zone et de repartir en hausse. Là, ce serait très négatif pour le marché crypto. Mais si le dollar devait, un peu comme ici, confirmer son renversement baissier, réintégrer cette énorme zone des 100-102, s'il réintègre cette zone, il retombe ici. Il retombe tout en bas, ici. C'était le niveau de la crise sanitaire. Si le dollar revient là, c'est très favorable au marché crypto l'année prochaine. Donc c'est pour ça que ça, c'est un critère à surveiller, cette analyse technique du dollar. Moi, c'est quelque chose que je suis en permanence. Bitcoin à 16 800 $, qui fait à peu près rien du tout comme hier, comme avant-hier, comme avant-avant-hier, avant-avant-avant-hier et avant-avant-avant-avant-hier. Donc c'est simple analyse. Et en étant que le prix compris entre les 16 345 $ et les 17 698 $, donc c'est tout simplement les bandes inférieures et supérieures de la bande de Bollinger, et il se passera rien du tout, ça sera encore un range qui va attendre d'être mûr comme un petit fruit. Et quand le fruit sera mûr, il y aura deux solutions, où il va tomber de l'arbre en pétant les 16 358 $ et ça fera très mal, le marché partira je pense tout en bas. Donc tout en bas, ça veut dire quoi? C'est minimum les 15 500 retestés, le plus bas du bear market. Ça peut être 15 000, ça peut être 14, ça peut être 13, on ne sait pas. Si jamais le fruit part tout en haut parce qu'il s'illumine, tu vois, il part dans le ciel pour devenir un dieu du fruit, il pètera les 17 698 $. Il fera peut-être une belle tendance haussière. Par contre, il faut s'affranchir de grosses résistances, la moyenne mobile 300 weekly et la moyenne mobile 100 daily qui sont 18 300 $ et la SSB du Shimoku qui est au 18 492. Faudrait vraiment péter ça pour commencer à dire ça y est, une petite tendance haussière en daily pour arriver. Attention, ces tendances haussières en daily, c'est pas to the moon le bull run. Au niveau du RSI, encéphalogramme plat, le Bitcoin en ce moment il est dead. Au niveau du MACD, il se passe strictement rien. Ensuite, du coup, sur le BTC en weekly, comme d'habitude, vous le savez, les premiers jours de la semaine, je vous montre le BTC en weekly. Donc, une bougie est égale une semaine avec Ishimoku. Donc là, on est en dessous du nuage, on est en dessous de la Kijun, on est en dessous de la Tenkan, on a la Chikuspan qui est en dessous de tous les prix, bref, de tout. Donc là, on peut pas faire plus baissier, hein. Tous les signes sont baissiers, on n'a pas de retournement. Et comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière et la semaine d'avant, le but, c'est de venir breaker donc toutes ces résistances, hein. Donc Tenkan, Kijun,
June, mais avec une vraie bougie haussière aussi puissante qu'on a vu ici avec cette bougie baissière pendant la crise de FTX, d'accord. Donc le temps qu'on voit pas ça, le bottom ne sera pas posé. Donc ça se trouve que c'est le bottom définitif, mais niveau technique, on n'a pas le droit de dire que c'est un bottom. On peut très bien encore aller beaucoup plus bas. Donc les niveaux à atteindre sont les 18 476 $, puis ensuite les 20 345 $, et ensuite bien sûr on aura énormément de boulot, mais là on va voir pour les targets court terme. Et les targets baissières, hein, on peut tracer ici ce dernier plus haut, hein. Il y a pas mal de personnes qui attendent ce niveau, au niveau des 13 000, oula j'ai bégayé, des 13 880 $. Donc ça serait le scénario baissier pour pouvoir peut-être enfin poser un bottom et partir to the moon. C'est plat, c'est vraiment très très plat. Et ce qui est intéressant de voir, c'est regarder le BTC au niveau de la volatilité, qui est très importante et qu'on voit justement qu'on est arrivé dans des niveaux très très bas au niveau de la volatilité. Alors, pour rappel, la volatilité basse, on était en novembre 2018, on était en juillet 2020, et actuellement, nous sommes dans une volatilité très très basse. On a eu un début de réaccélération de volatilité, notamment avec la partie de décembre, on a eu une très très belle réaccélération avec justement le petit rallye où on est allé faire un petit break en structure au-dessus de 18 000. Mais on voit que depuis, c'est le calme plat depuis cette fin d'année et on a break le plus bas, on est allé chercher le plus bas de 2020. Très important parce qu'on n'avait pas break depuis très longtemps. L'accélération baissière est allée juste faire un retest. Là, on est allé casser très fortement. Le prochain plus bas est le niveau de 2018, qui avait été un niveau de volatilité qui avait duré d'ailleurs pendant un certain temps, hein, de 14 novembre 2018, donc du 24 octobre au 14 novembre 2018, donc qui avait duré quand même pendant un certain temps, où on s'était retrouvé dans une zone de ranging avec des bougies totalement comprimées, des bougies totalement plates, et c'est un petit peu ce qu'on risque d'avoir. C'est ce que je vous avais un petit peu annoncé justement à mercredi, jeudi, où je vous avais dit que potentiellement on allait se retrouver avec une volatilité totalement plate. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est vraiment en train d'écraser totalement ce niveau-là, d'accord. On est repassé, et donc ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a break totalement la trendline dans lequel ce support de volatilité est important. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, le support de volatilité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est vraiment dans une zone dans laquelle il y a très très peu de mouvements de prix. C'est-à-dire que dans une journée, il n'y a quasiment pas de mouvement. Dans 7 jours, parce que là on est dans une représentation de 7 jours, on se retrouve dans quelque chose qui est totalement aplati et dans lequel on n'a quasiment pas d'action et de mouvement de prix. Le Bitcoin, depuis qu'il existe, vit toujours avec ses cycles de halving. Halving, c'est quoi? Eh bien, c'est la récompense aux mineurs qui est coupée en deux. Et ça, c'est la locomotive de l'écosystème du Bitcoin. Et quand tu regardes les charts comme ça, eh bien, tu te dis, même un enfant de 4 ans serait capable de regarder ça, que, entre les deux lignes blanches, à un certain moment donné, on a atteint un sommet. Et un peu plus dépassé le milieu des lignes blanches, on a atteint un bas de marché. Encore une fois la même chose, encore une fois la même chose, encore une fois la même chose, encore une fois la même chose. L'idée, c'est pas de dire qu'on sait couler dans le béton que c'est ça qui va arriver. Sauf que quand on se fie à l'histoire, à ce qui s'est fait par le passé, on est exactement au même point que par le passé. Exactement au même point. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas BitBoy Crypto qui l'invente, c'est sur les charts. C'est du visuel, c'est du concret, c'est noir sur blanc, blanc sur noir, peu importe ce que tu veux, c'est là. C'est là. Est-ce que ça veut dire qu'on va copier exactement le même scénario qu'auparavant? Peut-être pas. Il y a beaucoup de contextes macroéconomiques qui sont très durs présentement avec une récession qui s'en vient. On sait que Bitcoin n'a jamais passé au travers d'une crise récessionnaire. Dans les dernières années, la dernière c'était en 2008, si je me trompe pas. Hein? Donc, on ne sait pas comment il va réagir. Sauf que je pense que c'est le do or die moment pour le Bitcoin et pour la crypto. Voir comment il va réagir vis-à-vis de tout ce qui se passe contextuellement dans le monde entier. Et j'ai hâte. J'ai hâte de voir si, honnêtement, la théorie des cycles va continuer ou si elle va se casser la figure. Oubliez pas, guys, que tout le monde pensait qu'on était pour dépasser les 100 000 $. Tout le monde. Même moi, ici présent, je pensais. Parce que tout le monde parlait de super cycle. Hein, on descend, on remonte. Eh bien, on n'a pas fait un sommet aussi haut qu'à l'habitude. Hein? Donc, ici, aux 70 000.
Habituellement, on aurait dû avoir des gains 200, 250 000. Ça, c'est beau. Ça, c'est correct. Mais en termes de temps, dans la ligne de temps, le Bitcoin a atteint son sommet exactement au même point que les autres bull market. Grosso modo. À quelques semaines près. Donc, ça veut dire que, suivant cette logique, les bons marchés, même chose. Même chose. Ça serait la même chose. Et jusqu'à maintenant, on n'a rien qui nous indique le contraire. Donc, l'idée, guys, c'est pas des conseils financiers. Je peux me planter, ça se peut que je me plante. Moi, on parle de technologie. On parle du Bitcoin comme étant une tech. Donc, elle agit différemment du marché de la finance traditionnelle. Premièrement, c'est logique. Hein? C'est logique, c'est une tech, c'est différent. Donc, pourquoi on se fie tout le temps à ce que la finance traditionnelle nous démontre pour nous donner un peu une idée de ce qui pourrait se passer dans le marché de la crypto? On ne devrait pas. Oui, on est très corrélé présentement, absolument. Sauf que le marché de la crypto est à part, entière. Éventuellement, ça va peut-être se corréler de plus en plus, peut-être personne ne le sait. Mais l'idée, c'est que si on regarde les chartes, eh bien, il y a des fortes chances qu'on ait atteint un bon marché. On passe maintenant sur les news. Vous voyez, il n'y en a qu'une seule. Honnêtement, en ce moment, même au niveau de news, c'est plutôt calme. Donc, si jamais demain, il n'y a pas de vidéo, c'est qu'il n'y aura pas eu de nouvelles news importantes et pas de mouvement sur le prix des crypto-monnaies. Donc, cette news, c'est tout simplement Fidelity, qui est un des plus gros gestionnaires d'actifs aux États-Unis, qui a déposé plusieurs marques donc aux États-Unis pour une multitude de services et produits en lien avec le Web3. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc le 21 décembre, Fidelity a enregistré 3 dépôts de marques auprès de l'Office américain des brevets et des marques. Alors c'est tout simplement en fait des demandes pour fournir des services traditionnels dans des mondes virtuels, donc des métaverses. Là, je vais vous détailler un petit peu le type de services qu'ils voudraient proposer dans leur métaverse. Donc on aurait des services d'investissement sur l'immobilier, des fonds de placement mutuel, des fonds de pension, de la gestion d'investissement et de la planification financière. Plus précisément, on pourrait voir du côté de chez Fidelity développer en fait des paiements dans le métaverse. Donc là, on a la gestion opérationnelle des comptes de cartes de crédit. On a aussi dispensé des programmes éducatifs dans le métaverse, donc organisation des cours, des ateliers, des séminaires et des conférences dans le domaine des investissements et dans celui de la commercialisation des services financiers. Et dernier point que Fidelity semble vouloir développer, c'est aussi du côté des NFT, avec là carrément lancer une marketplace en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de médias numériques, à savoir des tokens non fongibles. D'ailleurs aussi en 2023, ce qui va se passer aussi, c'est que forcément il y a une très grosse expansion au niveau de l'intelligence artificielle avec ChatGPT, avec tout ce qui est intelligence artificielle au niveau de la création en fait d'art génératif, de NFT, etc. et tout. Donc il va se passer plein de trucs et j'ai trouvé un super article fait par TechCrunch. TechCrunch c'est un très gros média, pas que NFT, hein, qui fait plein de trucs. C'est un très gros média. De manière générale, et du coup l'article est excellent, j'ai trouvé. Il parle de plein de trucs, il parle de ce qui se passe actuellement, il parle de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. C'est super intéressant, vraiment, allez le lire, on apprend plein de choses, donc vraiment cool. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.